Bon, merci Serge. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je voudrais d'abord remercier à travers Serge d'ailleurs la qualité de l'organisation et de l'accueil. J'ai d'ailleurs remarqué qu'il y avait quelques étudiants qui participaient. Et j'ai cru comprendre que ceux qui participaient auraient des notes meilleures que les autres. Bon, donc, un bon entendeur, salut. Alors, je ne sais pas si je vais répondre tout à fait à ta question, mais je vais donc évoquer avec vous l'utilisation des ressources de la famille en psychiatrie dans la région sur 40 ans, dont non un panorama général, comme le titre l'aurait pu le laisser penser. Bien sûr, je ne vais pas réduire l'utilisation des ressources familiales à la thérapie familiale, mais pourtant, je vais essentiellement évoquer la thérapie familiale, qui est mon métier, au fond, que j'ai exercé pendant 30 ans. En réalité, je vais vous raconter ma vie, tout simplement. Ou plutôt, je vais évoquer ici comment, jeune médecin, j'en suis arrivé moi-même à la thérapie familiale sans jamais la quitter. Et comment j'ai vécu l'arrivée, le développement et l'évolution des thérapies familiales dans notre région en psychiatrie jusqu'à aujourd'hui. Bon, sans vouloir être exhaustif ni pouvoir d'ailleurs, mais surtout ce que je dis n'engage que moi, et vous me corrigerez si vous le jugez utile. Par ailleurs, en évoquant ma vie professionnelle, certains entendront en filigrane, comme des arguments cachés, pouvant éclairer le statut actuel des thérapies familiales en psychiatrie dans la région. En 1978, la thérapie familiale sous la forme actuelle n'existait pas en Midi-Pyrénées. Aujourd'hui, il existe 4 centres de formation et de nombreux professionnels ayant suivi le cursus. Et par ailleurs, l'approche systémique infiltre tous les champs d'investigation, notamment ce qui nous intéresse, la santé, mais aussi le social. Donc, je m'appelle Christian Escarf, je suis médecin depuis 1978, d'où les 40 ans du titre. À l'heure où je vous parle, je suis à la retraite depuis plus de 2 ans, mais c'est une retraite qui dit active, donc je conserve quelques actions, quelques activités, notamment de psychothérapie, de supervision et d'enseignement. Auparavant, j'ai exercé la psychiatrie pendant 36 ans et la pédopsychiatrie pendant 26 ans. Donc j'ai été praticien hospitalier, psychiatre des hôpitaux titulaires pendant 20 ans, 10 ans chez les adultes et 10 ans chez les enfants. Donc chez les enfants pendant 10 ans, donc à l'hôpital, j'ai assuré l'animation de ce qu'on appelle des centres médico-psychologiques infanto-juvéniles, dont également un placement familial thérapeutique donc, qui dépendait de l'hôpital Marchand, donc, qui est situé à Toulouse. Et enfin, j'ai terminé mes 15 dernières années en exercice libéral exclusif, donc de 2000 à 2016. Alors, en 1979, il y a bien longtemps, donc j'étais faisant fonction d'interne, j'avais trouvé un poste, je me suis payé mes études, si vous préférez. J'avais trouvé un poste dans un service de pédopsychiatrie qui était à Albi, où il y avait un médecin-chef. C'était en fait un centre d'observation qui faisait aussi hôpital de jour, et où le médecin-chef, qui était mon patron, avait un comportement si curieux que certains prétendaient qu'il était psychotique et qu'il n'était pas capable et apte de pouvoir gérer un service. Donc moi j'arrive, je faisais en fonction d'interne, non, et j'avais évidemment, les gens étaient contents de me trouver, contents de me voir, et j'ai passé un an, le plus clair de mon temps, à m'entretenir en fait avec les familles qui n'avaient pas accès au chef de service. Et déjà, évidemment, ça commençait à m'interroger l'intérêt de pouvoir m'entretenir avec des parents qui étaient dépités, tristes, et qui se posaient des questions sur l'état de leur enfant et leur évolution. En 1980, j'ai été interne des hôpitaux psychiatriques, et assez vite, en 1981, il y a un chef de service qui m'a proposé une place de faisant fonction d'assistant. Quand les chefs de service voulaient récupérer des internes, on leur proposait des postes qui étaient plus intéressants, qui étaient mieux payés, bien sûr. L'intérêt de ces postes, c'était des postes où on avait des responsabilités et on avait une forme de liberté, donc qui permettait au fond de tranquille, de travailler en paix. Comme je vous l'ai dit, la thérapie familiale n'existait pas dans notre région.
Donc, je pense que d'ailleurs, celui qui l'a amené, notamment Éric Trapenier, est arrivé en 82, quelque chose comme ça. Enfin, donc, évidemment, ça ne veut pas dire que la thérapie familiale n'était pas inconnue. Nous la connaissions. Je connaissais Jean-Claude Benoît, Reynaldo Perron, et puis on la connaissait sous des formes, je dirais, dérivées, notamment le courant antipsychiatrique, Basaglia, Cooper, Laing, les thérapies institutionnelles, qui étaient intéressantes au niveau du travail de réseau, travail de groupe. Bon. Bonafé, Tosquelles, qui était dans le coin, Choran, qu'on connaissait ici, bon. Et puis Félix Guattari, et puis c'est tout. Mais ça a été pour moi une époque d'effervescence qui a duré une quinzaine d'années et que je n'ai ensuite plus jamais retrouvée. À l'époque, j'avais 29 ans, j'étais en analyse, donc, comme la plupart de mes collègues étudiants. Il y avait des promotions importantes d'étudiants en psychiatrie, entre 15 et 20, c'était exceptionnel. Des psychotropes nouveaux. C'était le début de l'application de secteur, de la politique de secteur qui existait depuis les années 60, mais rien n'avait été fait. L'ouverture de l'hôpital psychiatrique. Moi, j'étais à l'hôpital d'Albi, il y avait 1100 lits, puis c'est tombé assez vite à 850, et maintenant, je crois qu'il en reste 250. Et l'arrivée d'outils thérapeutiques nouveaux pour nous, notamment les thérapies comportementales, qui ne s'appelaient pas encore cognitives, avec des ateliers notamment d'habileté relationnelle, social skills training, habileté sociale pour les jeunes psychotiques. Tout semblait facile, et tout était sympa. Et dans ces années 80, en tout cas au début, on commençait tout juste à parler de la formation continue du médecin. C'est à ce moment-là que ça a été créé. Il n'y avait pas de formation. Si on voulait se former, il fallait voir le directeur, négocier de gré à gré. À partir de comment la thérapie familiale est venue jusqu'à moi et comment je suis allé vers elle pour ne plus la quitter. Bon. Je laisse de côté mon histoire personnelle, qui est indissociable de celle de ma famille d'origine, qui bien sûr a fondé le fait que je suis aujourd'hui psychothérapeute familial. Mais je n'en parlerai pas, sauf si vous insistez dans la discussion. Je laisse de côté, bien sûr, le contexte hospitalier local, qui, à mon avis, a eu aussi un rôle important. Mais je préfère évoquer 2 ou 3 expériences esthétiques fortes qui, je pense, ont eu un rôle dans mon inclination et mon intérêt pour la thérapie familiale. En 1983, donc, a été créée à Toulouse, à la fac de médecine, la première attestation d'études universitaires de thérapie comportementale. Donc, alors, on était quelques jeunes médecins dont nous sommes inscrits, et donc ça nous a permis à nous, en tout cas à moi, de mettre en place des ateliers d'habileté sociale et de communication auprès d'un groupe de jeunes psychotiques, essentiellement donc des syndromes dissociatifs, des malades qu'on appelait des malades schizophrènes. Donc, il est arrivé une histoire pas mal. Donc, c'était à Albi. L'intérêt, c'est que 2 fois par an, on partait en résidentiel dans un établissement qui appartenait aux sœurs, l'hôpital psychiatrique, donc c'est un hôpital privé qui participe au service public. Donc, on partait à Laconne, 8 jours. Donc, il y avait des infirmières, il y avait des médecins, on distribuait les médicaments, et on faisait toute la journée dans des ateliers de communication. Et on regardait comment ça se passait, 2 fois par an. On partait un groupe de 6, 8 jeunes psychotiques. Et au cours de l'année, on reprenait ça, etc. Et un jour, donc, le patron, mon chef de service, m'appelle et me dit: Escafre, il y a un gros problème au niveau des ateliers, donc il va falloir les arrêter. Parce qu'il y a des effets secondaires que vous n'aviez pas prévus, il va falloir en tenir compte. Je dis: qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Il me dit: voilà, donc il me dit, il y a le jeune de machin. Donc, le jeune de machin, c'est qui? C'est le fils d'un médecin hospitalier, donc il y a un syndrome dissociatif, qui est schizophrène, et qui est en hôpital de jour, à l'hôpital, et donc les 2 médecins, les 2 chefs de service sont copains. Bon, il y avait des problèmes. Alors, les infirmières, l'intéressé était content, il commençait à revenir à vélo, à faire des courses, à pouvoir discuter avec les patients du service, à prendre des rendez-vous avec moi pour discuter de sa vie. Les infirmières étaient contentes. Bon. Et puis, un dimanche, donc c'était l'anniversaire de la grand-mère, sa famille est réunie et tout le monde s'est rendu compte qu'il avait fait des progrès incroyables. C'était plus le même. Il regardait les gens, il s'habillait, il pouvait poser des questions, il répondait. Bon. Alors, il y a la grand-mère, en plein repas, au dessert, qui lui dit:
mon chéri, dis-moi, qu'est-ce que c'est qui te ferait plaisir? Et je dis, ouais. Alors lui dit, voilà, bon, je peux dire quelque chose. Je voudrais que, bon, papa, quand il vient me chercher, l'après-midi, à 4h30 ou à 5h, j'aimerais qu'il vienne me chercher après qu'il ait vu sa maîtresse, plutôt qu'avant, parce que je ne voudrais pas qu'il me l'attende dans la voiture pendant une heure et des fois plus. Ce pas de famille. Ce sera pas de famille. Donc le lendemain, le papa, chef de service à l'hôpital, appelle son collègue, chef de service en psychiatrie, pour dire mais c'est une catastrophe. Ces ateliers de communication, c'est la pire, ça fout le bordel. Don escafre, donc bon, tati tata, bon, bref. En tout cas, il est sorti de l'atelier et il est redevenu en 3 mois exactement comme avant. Il ne parlait plus, il ne voulait plus venir à vélo. Inimaginable. Ça m'a marqué. Ça m'a marqué même qu'aujourd'hui, j'en parle 40 ans après. Ça me fait quelque chose. Bon, j'ai compris que la famille, c'était quelque chose. En 84, je passe mon diplôme de certificat d'études spéciales de psychiatrie. Donc, et mon mémoire, le mémoire qu'il faut faire, porte sur les placements d'office. Donc, vous savez, tous ces placements contraints qui s'appellent avant les placements d'office. Donc, parce que c'était intéressant à lire, je lisais, il y avait pas mal d'archives. Et donc, je lis donc un dossier. Et il y a un patient qui est venu 30 fois, chaque fois en placement d'office, c'est-à-dire interné contre son gré, pour des raisons pas des raisons psychiatriques, c'est-à-dire bagarre avec son père, dispute avec sa mère, il a tout cassé chez lui, il a pris le tracteur, il a traversé le village en klaxonnant. Et j'ai regardé l'analyse psychiatrique, il n'y avait pas vraiment, parce qu'évidemment, les médecins de l'époque étaient des grands spécialistes de sémiologie psychiatrique, ils passaient leur temps, au fond, à essayer de décrire. Vous l'avez décrit comme Henriet, par exemple. Bon, c'est ce que nous faisons aussi, nous-mêmes, les internes. On prenait la personne qui était en face, on tirait un tiroir, et dans quel tiroir on va le mettre, en essayant de justifier de la manière la plus élégante possible donc, les troubles et les signes psychiatriques qui pouvaient nous apparaître. Et donc, je reprends son dossier, ça m'intéresse, et je me rends compte en fait que la première crise où il a été enfermé, c'est quand il a 19 ans, il va au bal, il rencontre une fille, il est à la campagne, c'est un village rural de l'Aveyron, et il revient, et il dit à son père, papa, je suis amoureux. Alors il dit, ah, c'est une bonne surprise, etc. Et tu es amoureux de qui? Je suis amoureux de la fille du voisin. Non, non, le voisin, pas question. Il nous a piqué la moitié du champ. C'est sa famille, c'est pas une bonne famille. Bon, donc, le fils, alors, il se dispute avec son père. Papa lui dit maintenant, bon, je lui dis, bon, très bien, il attend. Il part au service militaire, sans problème. Il revient, il a 21 ans, il est majeur, il va revoir la fille, il dit, papa, voilà, je sors avec elle, je me marie avec elle. Pas question, etc., etc. Ils se battent. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le père va voir son copain à lui, qui est agriculteur comme lui, qui est maire du village, et qui a la capacité de faire interner les citoyens qui trouvent l'ordre public, qui pourraient être dangereux, etc. Et il se fait enfermer en psychiatrie, où il va rester 6 mois. Et des épisodes comme ça se sont passés pendant 30 ans, sans jamais avoir un trouble proprement psychiatrique. Délire, hallucination, dissociation, trouble de l'humeur, jamais. Bagarre avec son père, dispute à la maison, on dirait maintenant trouble des conduites. Et ça, alors il me dit justement, monsieur Escarf, il est là. Alors je le regarde, je discute avec lui, il me dit qu'est-ce qu'il me dit, j'ai jamais travaillé, enfin, il faisait le bébé. Il faisait le bébé, il avait 62 balais, ça m'a pas traumatisé, mais je n'ai jamais oublié. Et en même temps, donc, c'est l'année 84, où, donc, je vous l'ai dit, on a fait alors. Il se trouve que la formation des médecins commençait à se mettre en place, la formation continue, et c'était à nous à le mettre en place. Donc, on s'était associé avec l'hôpital de Limoux, donc ça s'appelait à l'époque l'AREFA, et on avait mis en place les 2 hôpitaux, des formations donc, qui étaient organisées par l'un ou par l'autre. Et moi, j'étais, si vous voulez, le coordonnateur à Albi de la formation des psychiatres à Albi. Et on faisait venir des Canadiens. On a fait Boisvert et Baudry pour la thérapie familiale, pour les habiletés de communication, John Wright pour les thérapies familiales, les thérapies de couple, mais avec une grille qui est une grille comportementale.
Donc, et ensuite, on a fait en place 3 jours de sensibilisation avec des personnes que j'ai perdues de vue, qui s'appellent Dussault-Gavaudan, qui venaient de Marseille, donc à l'approche systémique. Donc ça, c'était en 84-85. Donc, en 85, je passe mon concours de psychiatrie des hôpitaux et je deviens titulaire. En 86, il y a une convention donc, qui est établie. Les services médicaux pénitentiaires n'existaient pas, donc entre la justice, l'ADAS à l'époque, et l'hôpital, disant qu'il y a quelques patients psychiatriques qui commencent à arriver dans les maisons d'arrêt. Maintenant, il y en a beaucoup, mais à l'époque, il y en avait assez peu. Donc, et ce serait bien que de temps en temps, il y ait un psychiatre qui aille les rencontrer. Donc, 3 heures par semaine, je me rends tous les mercredis matin à la maison d'arrêt d'Albi pour rencontrer. Donc, et un matin, je vois arriver un monsieur donc, qui était maghrébin d'origine, qui habitait dans une cité bien connue de Mazamet, qui s'était inscrit. Il me dit voilà, ça va pas, je me suis fait incarcérer. J'ai dit qu'est-ce que vous avez fait? Il me dit samedi, on était allé en boîte de nuit avec un copain. On a bu, tout ça, on est sorti. Bon, le patron, je pense qu'il s'est passé aussi avec le patron, etc. Le patron a appelé les gendarmes. Les gendarmes sont venus et on s'est battu contre les gendarmes. Bon, ils ont appelé le combat, etc. Donc, ils sont incarcérés, etc. Donc, moi, lundi matin, quand le commissaire est arrivé, etc., il m'a dit en tôle de suite. Donc, et mon copain, je ne sais pas ce qu'il est devenu, il est resté là-bas, etc. Bon, donc ça, c'était mercredi dans la matinée. Mercredi après-midi, j'arrive à l'hôpital. L'infirmière me dit, Monsieur Escaf, il y a un nouveau qui est arrivé. Ah, moi, je lui faites-le venir, donc je vais le recevoir. Je le reçois, donc je dis bonjour monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit voilà, ouais, j'ai fait une connerie. Samedi, je suis allé en boîte avec un copain, donc on s'est battu, les gendarmes, tatati, je pense qu'on a été incarcérés. Bon, heureusement, donc, quand le commissaire est venu, j'ai dit voilà, je m'appelle machin, vous connaissez mon père, donc appelez-le. Donc le commissaire, le chef a appelé le père qui était en fait le banquier en chef de tout le département, donc qui faisait partie de quelques réseaux bien connus, et qui a dit non, mon fils a des problèmes psychologiques, donc je vais appeler un copain qui s'appelle à moi, donc c'était mon patron, on va le faire soigner, il ne faut pas le mettre en prison, tout ça. Bon, mais d'accord. Et là, j'ai compris qu'au fond, pour les mêmes choses, c'est donc qu'on pouvait être ici un maghrébin, l'autre le fils d'une bonne famille, on se retrouvait en tôle ou en psychiatrie. Et ça, ces 3 événements qui m'ont incité, donc, avec l'aide bien sûr de quelques collègues, notamment des médecins, à mettre en place donc, une formation longue en thérapie familiale et en pratique de réseau, en thérapie conjugale. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré donc, Éric Trapenier, donc, avec qui j'ai travaillé et formé avec Serge Canas, donc, et où j'ai fait aussi la connaissance pendant des années avec Moniel Caïm. En mars 91, donc, je quitte Albi pour me retrouver à Toulouse, donc, et je vais m'associer et travailler, collaborer un moment avec donc, Éric Trapenier à l'Institut de la famille. C'est une période très fertile de ma carrière, donc, qui m'a permis de m'installer à mon compte notamment, et je vais ouvrir mon cabinet à partir de juillet 93. Donc, je me suis associé pendant 2 ans avec Éric, et en 93, je m'installe à mon propre compte. Là, je travaillais beaucoup, bien sûr, 6 jours sur 7, des journées de 10 heures. Bon. Et ça a duré 10 ans. Vous verrez pourquoi je vous dis ça après. Donc, en 94, j'ai 40 ans passés, et je suis qualifié en pédopsychiatrie. Donc, mon organisation, à partir de ce moment-là, va être fixée jusqu'à ma retraite. C'est-à-dire comment je me suis organisé. J'ai organisé mon temps en 4 axes. Un axe clinique, bien sûr, un axe de psychothérapie, un axe d'enseignement et un axe de formation. Donc, je faisais essentiellement l'analyse des pratiques au début, et puis après supervision, et au fur et à mesure, donc, je me suis modifié, mais j'ai gardé tout le temps ces 4 axes. J'intervenais en majorité, donc à partir de 1994, dans des dispositifs de soins, de protection et d'accompagnement des mineurs et des jeunes majeurs. Pour vous donner une idée, donc, j'allais de l'école maternelle jusqu'à la faculté et même des écoles d'ingénieurs. J'étais dans les pouponnières jusqu'au dispositif de jeunes majeurs, en passant par les foyers, les MEX, la PMI, les SPE, les LAEP, la protection
la protection de l'enfance, pour la justice, etc. Bon, et dans les services, bien sûr, de pédiatrie et de pédopsychiatrie. Bon, MEX, etc. Donc tout ça pour vous dire que j'ai à peu près sillonné dans toute la région, donc de l'Ariège jusqu'au Cantal et des Landes jusqu'au Gard. Donc je faisais en moyenne 3 heures de voiture par jour, en plus de mon travail. J'ai sillonné le Grand Sud. Donc, le fait de conjuguer mes activités de médecin psychiatre et de psychothérapeute m'a constamment confronté à la question de l'équilibre, même la question des équilibres. Mais bien sûr, équilibre physique et intellectuel, le corps et l'esprit, équilibre privé et professionnel, équilibre personnel et relationnel, affectif, et maintenant spirituel, moral. Je dis ça parce que j'ai vu que maintenant, venait de rentrer à la faculté de médecine un DU de méditation, de pleine conscience, alors qu'il n'y a pas de DU de thérapie à médecine, de thérapie familiale. Et, pas sûr qu'il y en ait. Donc c'est pour ça que je parle spirituel, en fait. Bon. Que sais-je encore? Équilibre pluriel, bien sûr, toujours métastable, jamais fixe ni définitif, parfois critique, et qui nécessite, à mon avis, pour un psychiatre et pour un psychothérapeute familial, une attention constante. Je suis convaincu, en ce qui me concerne, que l'exercice est d'autant plus difficile que l'équilibre manque et fait défaut. Alors, tout au long de ces années, j'ai eu le bonheur de rencontrer et de travailler avec 15 000 professionnels recensés environ, dans la région, le sud, etc. C'est à ces professionnels que je dois, à des niveaux différents, de m'avoir permis d'apprendre mon métier, de le réinterroger jour après jour, sans cesse, du début jusqu'à la fin, pendant 40 ans. Je leur dois énormément, je leur en sais gré, et je leur en suis reconnaissant. Et c'est encore grâce à eux si j'ai pu colliger de nombreux indices que j'utilise aujourd'hui, dont je me sers dans mes enseignements, non, sous le vocable d'écueil, bon, à travers l'acronyme créé, non, écueil de cadre, écueil de responsabilité, écueil esthétique, épistémologique, non, et éthique. À ces 15 000 professionnels, je dois associer plusieurs centaines, je ne me souviens pas, je ne peux pas, peut-être des milliers, un millier peut-être, mes patients, qui ont participé activement à mon apprentissage et à mon évolution permanente, pour apprendre et exercer mon métier en général et celui de psychothérapeute conjugal et familial en particulier. Métier difficile, exigeant, pénible. Je vous dis en filigrane, vous allez comprendre pourquoi peut-être il y a pas trop de thérapeutes familiaux. Ce sont mes patients particulièrement qui m'ont permis d'identifier et d'accepter les 3 qualités essentielles du thérapeute familial, parmi les nombreuses nécessaires à l'exercice de ce métier: patience, renoncement et priorité à soi. Là, on a la patience, pas seulement pour des raisons esthétiques, mais aussi pour des raisons épistémologiques, la fonction du symptôme, on pourra en parler au cours du symposium ou dans la discussion, le renoncement à l'autre pour mieux me concentrer sur ce qui m'appartient et m'incombe, plutôt que de m'attacher à ce qui m'échappe, le bonheur de l'autre, que l'autre change, etc. Et la priorité à soi, dès lors que les choses ne se passent pas comme je le voudrais, privilégier mon intérêt dans l'intérêt de mon interlocuteur. Le tout, je l'ai dit, intégré dans un équilibre global constant, la seule façon pour moi de garantir l'application des éléments contractuels engagés dans le travail psychothérapique. Aujourd'hui, j'ai donc enseigné, accompagné, exercé mon métier dans tous les dispositifs possibles de soins et de prise en charge du mineur, du jeune majeur et de l'adulte. Mon impression générale, c'est qu'il y a de la place, quelque chose qui est laissé libre, que la place n'a pas été tout à fait occupée comme elle aurait pu l'être. J'ai connu un engouement extraordinaire dans les années 80-90. À partir des années 2000, il me semblait qu'il y a eu une espèce de stagnation au niveau de la formation, au niveau de l'arrivée, au niveau des dispositifs mis en place, au niveau du terrain. Et depuis les années 2010, ça ne cesse de baisser partout où je vais. À commencer d'ailleurs par les psychiatres libéraux,
À Toulouse, nous étions 2 psychiatres, thérapeutes familiaux désignés comme tels. Et nous sommes partis à la retraite tous les deux et j'en vois pas qui prennent la suite. Dans les départements, dont le Tarn, j'ai travaillé au Tarn pendant 10 ans, à la Fondation d'Albi, il y a eu des formations, notamment de médecins. Il y a eu pas mal de médecins formés, il y a eu beaucoup de personnel hospitalier formé. J'y suis allé il y a quelques années, il restait 3, 4, 5 praticiens qui pratiquaient dans leur coin, sans équipe formalisée et sans médecin coordonnateur ou, disons, qui les accompagnait. Ça m'a fait quelque chose. Dans le Gers, où je suis intervenu plusieurs années, j'ai vu la même chose. Et aujourd'hui, il reste encore une fois quelques praticiens, mais pas beaucoup. La plupart sont partis à la retraite. Donc, il n'existe toujours pas de dispositif où un psychiatre ou une famille, un patient pourrait faire appel à un thérapeute familial. Dans le Lot, dans l'Institut Camille Miret, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire il y a 3, 4 professionnels qui travaillent maintenant. Donc, il y a un médecin, le pauvre bougre, il s'est tué dans un accident. Donc, il y en a une qui est partie faire du syndicat plutôt que. Il y en a une qui va partir à la retraite maintenant. Donc, il en reste un qui a changé pour travailler la nuit. Il en reste un. Il y a 2 qui sont en formation, mais ils commencent à peine. C'est la catastrophe. En Ariège, dans Saint-Giron, j'en ai jamais connu. À Lannemezan, il n'y en a pas, mais il y en a quand même, puisque nous avons la chance d'avoir, bien sûr, donc, une équipe, notamment de médecins, et un psychologue et quelqu'un d'autre que j'ai connu ce matin. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui s'amorcent, et ça fait plaisir. Bon. Dans l'Aveyron où j'ai travaillé longtemps, il y avait une bonne tapée de praticiens depuis que le médecin a changé. Donc, il n'y a plus d'équipe de thérapie familiale. Donc, il y avait un couple en cothérapie qui le faisait, même s'il utilise l'outil systémique, parce qu'il y a des chefs de service, dont notamment dans les placements contraints, il utilise l'outil systémique et, bien sûr, les ressources de la famille. Chacun travaille dans son coin et les gens partent à la retraite et la relève est faible. Il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de médecins qui sont là pour accompagner et bien sûr les développer. En Haute-Garonne, je ne connais pas de dispositif spécialisé. Bon, il y a des établissements qui accueillent des adolescents, un public, un privé. C'est de toute façon la prise en charge habituelle, donc qui est individuelle. Les familles peuvent être accueillies, mais de façon, je dirais, périphérique, pour des raisons purement logistiques. Il y a 2 départements dont je vais parler où les choses se passent différemment. Donc, dans le Tarn-et-Garonne, où le centre de thérapie familiale du centre hospitalier de Montauban, qui a été créé en 2008, donc qui est animé par 2 collègues, Daniel Salgue et Amine Zouheri, donc, qui sont défendus, je dirais, bien installés, à la fois accompagnés par des médecins qui sont partie prenante et par l'administration, et le travail qu'ils font est un travail remarquable. Et puis dans l'Aude, au centre intersectoriel de thérapie familiale, qui est depuis les années 2000, je crois, donc, grâce à Michel Bareil, dans une équipe qui est plutôt stable, mais qui travaille que le mardi. Donc, à un moment donné, on s'est posé la question de savoir si ça allait durer, si ça pouvait perdurer, ce qui se passait. Mais je crois que maintenant, c'est bien parti, que les choses vont se consolider, qu'il y a des projets, et donc ils sont 7 ou 8 professionnels, donc, mais ils travaillent que le mardi. C'est un peu dommage, hein. D'accord. Toutefois, ces 2 équipes donc constituées, à ma connaissance, n'interviennent pas dans des situations de crise. C'est-à-dire les psychiatres ne font pas appel à eux dans des situations de crise, donc, comme si la crise se résumait à la première étape de la crise, où on reçoit l'individu, on fait ce qu'on peut, on calme le jeu, on protège et on sécurise. Et ils oublient effectivement que l'approche familiale peut être très utile dans la 2e phase du traitement de la crise, qui est la phase post-critique, qui va permettre de pouvoir réfléchir et éventuellement pour éviter, bien sûr, la rechute et la récidive. Évidemment, il existe toujours de bonnes raisons pour lesquelles les gens fonctionnent comme ils fonctionnent, bien sûr. Donc, je partage tout à fait, pour terminer, les propos de Serge Scott d'hier matin. Donc, en psychiatrie, il semble que l'intérêt des thérapies familiales soit plus du domaine des idées et des intentions, des conférences de consensus et de recommandations de bonnes pratiques, plutôt que celui du terrain, de la mise en pratique et des dispositifs de soins. Bon, donc, je ne parlerai pas des raisons qui peuvent expliquer, elles sont complexes,
Mais je dirais toutefois que quand même, de façon positive, je serai assez confiant, car d'abord parce que l'inscription de la famille dans les tablettes du soin en psychiatrie est inscrite, donc déjà, il faudra bien un jour en tenir compte. La qualité du jeune diplôme universitaire de thérapie familiale, en tout cas la deuxième mouture, Jean Jaurès, dont sous la houlette notamment du Thierry Darnaud, de Serge Scott, dont c'était ici. Les 4 centres de formation, dont un public et universitaire, la présence de quelques psychiatres et psychologues et autres agents hospitaliers, et même libéraux, bientôt. L'intérêt des jeunes psychiatres, notamment libéraux, pour diversifier leurs pratiques et répondre aux besoins des usagers et de leurs familles, qui semblent arriver, je les vois arriver. L'appétence des familles pour le travail en famille. L'intérêt des professionnels pour les familles, vous en êtes la preuve. L'efficacité en psychiatrie des thérapies familiales et l'économie d'argent qu'elle fait faire. Bon. Et puis tout ce qui reste à faire et qui n'est pas fait, le génie créatif propre qu'on ne connaît pas encore ici, les thérapies multifamiliales, etc., etc. Bon. La génération des quelques psychiatres formés en place s'active, fait preuve de créativité, notamment au CHU, je pense, notamment par la création de dispositifs. Je pense au dispositif Prisme, qui est tout à fait nouveau et intéressant. L'énergie que déploient certains, on l'a dit, au CIDFA, au Centre hospitalier 82, à Rodez, avec Pierre Kiewitz, etc., etc. Je pense que la route est ouverte et que la relève est en marche, mais ce n'est pas politique. La relève. Je vous remercie. Je ne suis pas suisse, mais bon.